Tout d'abord, merci Thomas. Merci d'avoir Merci à vous pour accepté votre proposition. voilà, ce moment d'échange qui est en fait organisé donc, par le cercle thématique urbanisme et immobilier et les shifters, qui est donc la branche associative du Shift Project. L'objectif de ce groupe de travail, entre autres, c'est de travailler sur la décarbonation de l'acte de construire du logement, puisque c'est un secteur qui est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Si on parle que du logement, c'est environ 12% des émissions à l'échelle nationale. Et en fait, face à ce constat, il y a beaucoup de pistes de solutions, plus ou moins déjà engagées, avancées. Et nous, celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est donc la vacance du logement ou comment mieux exploiter et utiliser le bâti existant, le déjà là, qui permettrait donc de réduire, je ne dis pas de supprimer, mais de réduire la production de logements neufs par artificialisation des sols, entre autres. Donc ça, c'est l'objectif. Et puis, comme toute problématique, en fait, avant de travailler sur les solutions, il faut identifier les causes et donc, au préalable, établir un diagnostic. Et en fait, qui dit diagnostic dit données et exploitation, surtout exploitation correcte des données. C'est là que vous intervenez aujourd'hui pour nous présenter donc PDV, PLV pour les intimes, c'est donc pas de vacances pour la vacance que vous allez nous présenter. Et si ça vous va, dans un premier temps, je vous laisse vous présenter, nous expliquer un peu ce qui vous a, votre parcours, qui vous êtes et ce qui vous a amené à créer cet outil qui est en open source. Et peut-être également nous définir, parce que ça va être la donnée d'entrée exactement, enfin la définition de la vacance pour que tout le monde ait les idées claires là-dessus, si tant est que ce soit possible. Et puis, dans un second temps, nous présenter l'outil pour entrer dans le vif du sujet. Donc, on vous laissera présenter la plateforme pour savoir un peu, pour expliquer à tout le monde comment ça fonctionne, la manière dont on peut se servir en fait de cette plateforme, de manière à ce que chacun puisse après coup l'utiliser, vous faire les retours. L'idée étant quand même que voilà, c'est assez récent et donc vous êtes ouvert à toute critique, quelle qu'elle soit, constructive bien sûr, mais en tout cas l'idée c'est d'améliorer l'outil par le partage et l'utilisation de chacun. Oui, tout à fait. Et même des critiques pas constructives et méchantes, hein. N'hésitez pas, Non, vraiment. non, c'est pas l'objectif Justement, j'attends ce type de remontée pour améliorer encore toujours plus l'outil, quoi. Ok, très bien. Je ne suis pas sûr de faire tous les points dans l'ordre parce que je n'ai pas, Il j'ai n'y a pas pas de retenu souci, l'enchaînement correct, mais il n'y a pas de problème. merci pour cette intro. Donc, effectivement, je m'appelle Thomas Charrier, je suis urbaniste. Je suis à mon compte depuis la rentrée 2021. Mon agence s'appelle Territoire Circulaire et je développe principalement Pas de vacances pour la vacance, qui est un commun soutenu par l'ADEME dans le cadre de l'appel à commun résilience des territoires, qui a eu lieu l'an passé. Il y a eu 3 sessions et PDV a été retenu à la session il y a quasiment un an, là, c'était le 18 juin. Voilà. Pour tout vous dire, et l'outil est en ligne depuis le 28 mars de cette année. Je suis urbaniste de formation et de métier, hein. Ça fait un peu moins de 10 ans que je travaille dans le secteur et l'environnement a pour moi toujours été une préoccupation. Quand avant de faire mes études supérieures, pendant mes études supérieures et puis après, voilà, c'est des considérations qui m'ont toujours occupé. En particulier quand j'étais à la direction RSE de Nexity, du groupe Nexity, voilà, où j'ai pu rentrer dans le vif du sujet. Et PDV a été développé à partir d'un post-it, en se disant, tiens, en tant qu'urbaniste indépendant, s'il fallait mieux conseiller et mieux renseigner sur les différents gisements justement de non-urbanisation, en tout cas pour limiter fortement la création ex nihilo de nouvelles surfaces construites, comment repérer ces gisements? Donc, il y a un effort assez important qui est consenti à l'identification et à la résorption de friches depuis beaucoup d'années. Maintenant, c'est quelque chose qu'on sait faire
plutôt très bien. On sait les résorber, on sait les identifier de mieux en mieux grâce à des outils comme Cartofriche du CEREMA. Il y a Plan Friche qui est là pour aider tout ça. Il y a maintenant les territoires pilotes de sobriété foncière. On encourage vraiment à reconstruire par-dessus avec de l'ingénierie, une meilleure connaissance des territoires. Et le bâti, finalement, pour des néophytes de la donnée comme moi, enfin en tout cas dans mon cas il y a encore un an, c'est des données qui sont très compliquées à obtenir parce qu'il y a beaucoup de bâtiments en France, donc il y a potentiellement beaucoup de données, il y a beaucoup de producteurs différents, et il n'y avait pas d'unification entre les données. C'est laborieux, c'est un sujet qui est en cours, mais disons qu'à l'échelle du bâtiment, il y a un effort qui dure depuis plusieurs années pour tout réunir au sein d'une même base de données. Et ça a été publié en début d'année en version bêta par le CEREMA, si je ne dis pas d'ânerie, au sein de la base nationale des bâtiments. Donc, PDV a été réfléchi dans ce contexte-là où, d'un côté, je me renseignais de plus en plus sur la donnée ouverte. Quelles données on peut mobiliser pour répondre à nos questions, nous, d'urbanistes qui veulent limiter la construction, quels sont les différents producteurs, comment utiliser ces données-là, et en parallèle, un effort assez important de la part de la puissance publique, qui date depuis quelques années, mais là, qui s'est vraiment renforcé ces 2-3 dernières années, de ce que j'ai compris, sur l'ouverture de données de mieux en mieux qualifiées, et avec une application métier de plus en plus forte, de plus en plus spécifique. C'est peut-être pas très parlant dit comme ça, mais vous avez des bases importantes qu'on manipule quasiment au quotidien dans nos métiers, comme l'Observatoire de l'artificialisation des sols du CEREMA, qui a été une avancée très importante sur la connaissance et la transparence, là en l'occurrence de l'artificialisation, mais d'un phénomène qui est majeur, qui est déterminant dans une politique publique. Et vous rappeliez le poids du logement dans les émissions de gaz à effet de serre. L'artificialisation, ça fait aussi partie des externalités négatives liées à la construction de nouvelles surfaces et fortiori de logements. Alors, en parallèle de ça, l'idée initiale de PDV, c'était de pouvoir... j'y connaissais rien du tout. On rentre une adresse, on clique sur une carto type OpenStreetMap et ça nous dit si c'est vacant ou pas. Voilà, c'était le principe vraiment de base. Donc, la donnée existe depuis longtemps, c'est les impôts qui font ça. Il y a une initiative pour fidéliser, fiabiliser ces données-là au sein de Zéro Logement Vacant, qui est une start-up d'État qui, comme son nom l'indique, œuvre justement pour qualifier la vacance et accompagner les collectivités pour la résorber, avec des informations très fines et qui sont réputées beaucoup plus fiables que ce qui avait été produit jusqu'à présent. Malheureusement, ces données-là à l'adresse, au logement, à l'échelle du bien, on ne l'a pas. On n'y a pas accès parce que ça pose beaucoup de questions sur le droit à la propriété privée. Voilà. Ce n'est pas des informations qu'on communique comme ça. Donc, PDV a failli jamais voir le jour. Pourtant, l'INSEE propose des données sur la vacance qui sont plutôt très fines, si on arrive à les extraire, parce que c'est un peu mélangé parmi toutes les données que produit l'INSEE, mais on arrive quand même à avoir des chiffres qui sont fiables, qui ont une couverture nationale et qui permettent de vraiment rentrer dans le détail en qualifiant par typologie, est-ce que c'est du logement individuel, est-ce que c'est du logement collectif, et par année de construction de ces logements-là. Donc c'est une première étape. Et la première mouture de PDV s'est construite véritablement autour de ce fichier de l'INSEE-là. Et twist majeur dans PDV et puis dans la connaissance de la vacance à l'échelle nationale, Zéro Logement Vacant a publié une première version de leur fichier, donc agrégé à la commune, à partir de la commune. Donc, malheureusement pas à l'échelle du lot, voilà. Mais ça permettait d'avoir ces deux indicateurs-là qui offrent finalement une vision pas très précise, on va le voir en consultant l'outil, mais en tout cas qui permettent de placer des bornes entre ce que produit l'INSEE et ce que produit l'OVAC, et qui fiabilisent énormément le constat qu'on peut faire sur un territoire. Voilà. L'OVAC, c'est à la fois le privé et c'est uniquement les logements privés. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais on est sur des ordres de grandeur qui sont comparables, ou en tout cas à comparer aussi, voilà, parce que ce n'est pas les mêmes méthodologies, ce n'est pas les mêmes producteurs.
Mais en croisant ce que dit l'OVAC et ce que dit l'INSEE, on a déjà une appréciation du contexte très rapide, parce qu'il suffit simplement de cliquer sur le nom de sa collectivité pour avoir les chiffres, voilà, qu'on peut se faire une idée comme ça, et qui peut déclencher, ou pas d'ailleurs, des volontés de la part de collectivités ou d'acteurs qui pourraient travailler avec des collectivités, justement d'engager ce processus de track de la vacance beaucoup plus fine. Quand vous consultez PDV, on voit que plus on avance dans la lecture, plus les chiffres s'affinent. Et finalement, là, sur le carton qui est sur l'écran, il y a ce chiffre à l'échelle nationale, mais ce n'est pas forcément la manière dont je propose d'attaquer le problème, parce que on voit qu'en fonction des producteurs, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres. Et puis, c'est un problème qu'il s'agirait plutôt de traiter à l'échelle de la commune ou à l'échelle de l'EPCI. Plus on monte, moins on gagne en pertinence, plus on perd en pertinence. Je voulais, en effet, en introduction, je n'ai pas évoqué de chiffres, et c'est vrai qu'on l'avait écrit ici parce qu'en fait, on entend et on lit beaucoup de choses, comme sur beaucoup de sujets. Il y a la vacance, et ça fait aussi l'objet de la définition qui est nécessaire à poser. C'est que il y a la vacance, pour en avoir un peu discuté déjà avec vous, il y a la vacance, il y a de la vacance, mais il y a de la vacance qui ne doit pas être anxiogène, entre guillemets. Il y a de la vacance, ce qu'on appelle structurelle, frictionnelle, ça vous nous direz plus. Et donc, en fait, dans les 8%, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Et ce que je disais, que c'est l'importance d'avoir la donnée et surtout de bien l'exploiter, c'est qu'en effet, il faut, une fois qu'on a... Parce que je ne sais pas sur l'INSEE ou sur l'OVAC, et ça, on y reviendra. Quand on parle de taux de vacances, c'est taux de vacances en général, c'est la supérieure à 2 ans ou tout, inférieur ou supérieur à 2 ans. Il y a le sujet des résidences secondaires, on m'a posé la question, donc, est-ce que ça rentre en compte là-dedans? Donc, en effet, les chiffres, on n'aurait pas dû en effet mettre ce chiffre-là, parce que à la fois, c'est un sujet qui doit pas être traité à l'échelle forcément nationale, et en même temps, dans la vacance, il y a quand même beaucoup de choses. Oui, exactement. Il y a beaucoup de choses. Alors, disons que sur l'échelle nationale, elle est problématique si on agite le chiffre qui tourne beaucoup. Là, c'est à peu près 3 millions de logements vacants et 1 million qui sont vacants de longue durée. Ce n'est pas pour autant qu'on peut mobiliser ce million-là de logements et ne pas construire de logements à côté. Il y a des besoins en logement, de toute façon, qu'ils soient pourvus dans le neuf ou dans l'existant. Ça, finalement, c'est vraiment du cas par cas. Et ensuite, aborder la question de la vacance à l'échelle nationale, c'est fait déjà depuis quelques années. Il y a le réseau national des collectivités qui lutte contre la vacance. Il y a Zéro logement vacant qui est porté par l'État. Mais les répercussions, de toute façon, c'est des enjeux et des initiatives à traduire ensuite à l'échelle locale. Voilà. Ouais. Alors là, on a une question sur les données, justement. Est-ce que vous avez pu utiliser les données de Airbnb? Les données d'Airbnb, non. Non, c'est uniquement les données. Je peux vous partager mon écran tout de suite, comme ça on aura on aura la base. Donc, il y a aussi un enjeu en plus de la... Alors, attendez, je vais éviter de partager n'importe quoi. C'est ça. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Une page LinkedIn. OK. Et là, vous voyez mon écran? Ouais, on voit l'outil. OK, super. Donc, l'idée derrière PDV, c'est aussi de... je me suis retrouvé donc face à cette difficulté-là de comment traiter une donnée qu'on n'a pas, finalement. Celle extrêmement localisée, fine, à la parcelle, voilà. Et à côté de ça, moi, j'y connais pas grand-chose en données. C'est pas mon travail, c'est pas ma spécialité, et ça peut vite devenir extrêmement compliqué. On vous entend plus. Ah bon? Vous m'entendez? Oui, moi c'est bon, j'entends, c'est bon. Okay. Oui, c'est bon. Je pense que Tiffany... On vous entend plus bien, Thomas. Ouais, vous avez... Ça a freeze. Ah, c'est moi, c'est chez moi, tout le monde entend. Ouais. Ah, c'est la mienne, je vais couper la vidéo. Hop. C'est bon. Oui. Derrière PDV, il y a aussi l'idée d'avoir un outil low-tech parce que c'est moins cher, ça fait tourner moins de serveurs et surtout, je ne pouvais pas vraiment faire beaucoup mieux. Donc, l'idée, c'était de voir ce qu'on arrivait à faire avec des données simples en entrée. Et donc, typiquement, elles sont toutes référencées ici, mais c'est donc le fameux fichier LOVAC. Voilà.
l'INSEE, beaucoup de chiffres de l'INSEE, Citadel pour les permis de construire et le CRMA pour l'artificialisation. Donc, c'est des chiffres qui sont à la portée de tous et qui sont issus de producteurs publics reconnus avec des méthodos fiables. Voilà. Donc, non, dans PDV, il n'y a pour le moment que les données issues de ces producteurs-là. Et on peut faire l'essai si vous avez dans le chat une commune, ou je peux en prendre une au hasard, par exemple Caen, vous me dites. Oui, très bien. Par Ok. contre, c'est l'OVAC et INSEE en données d'entrée principales. Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Le trois quarts des données, c'est l'INSEE parce que c'est le fichier le plus... c'est une couverture nationale, c'est des données qui permettent de rentrer quand même dans un niveau de détail suffisant pour avoir une première lecture du contexte, qui renseigne également sur la vacance. Voilà, donc tout ça, c'est issu du même fichier en plus. Donc ça rend le traitement vraiment... C'est long, mais c'est simple. Voilà. Donc pour le moment, l'outil se présente ainsi. Vous tapez le nom de votre commune et vous arrivez donc sur la fiche. Voilà. Vous arrivez sur la fiche qui correspond. Donc il y a 5 tuiles d'indicateurs qui sont proposées pour le moment. Donc une première qui décrit le contexte bâti. Voilà. On aime la sociodémographie, mais pour le moment, on s'intéresse qu'au bâtiment pour voir si ça fonctionne bien. Donc, tout ça, c'est les données de l'INSEE, sauf le taux de logements sociaux, où c'est issu du RPLS. Voilà. Et donc, tout ça, c'est issu de l'INSEE avec des additions, des taux. Donc, c'est vraiment pas un traitement obscur. De toute façon, tout est renseigné soit dans le petit i, soit dans l'onglet données, sur chaque jeu de données. Et cette première case nous renseigne sur le parc total de logements, donc qui est un tout petit peu inférieur à ce que vous pourrez trouver parce qu'on a simplement enlevé, il y a 3 catégories dans les logements sur l'INSEE, il y a les maisons, les logements collectifs et autres. Voilà. Et autres représente une part relativement négligeable, donc on l'a enlevé pour être essayer de coller un peu plus à la réalité, quoi. Vous me parliez des résidences principales et des résidences secondaires, donc elles sont affichées ici. On a la ventilation entre résidence principale, résidence secondaire, et quand vous faites le total, vous voyez que ça ne tombe pas sur 100%, parce que l'INSEE considère que les logements vacants est une catégorie d'occupation. Il y a 4 catégories d'occupation pour l'INSEE. Il y a résidence principale, logement occasionnel, résidence secondaire, mais on les a additionnés parce que c'est conseillé par l'INSEE. C'est à peu près les mêmes catégories, et les logements vacants. Et là, vous voyez, 88 plus 3 plus 9, ça fait bien 100. Voilà. Donc, le taux de vacances, il est bien calculé sur le parc total de logements. Donc, donc ça veut, les résidences secondaires, dans le taux de vacances 9%, on n'a pas les résidences secondaires. Eh bien non, une résidence secondaire, c'est un logement qui est occupé, même s'il est occupé que 3 jours, mais il est occupé quand même l'année. Ok. Le taux de logements sociaux, ça, voilà. Et la répartition entre logement individuel et logement collectif pour ensuite, quand on poursuit la lecture, avoir ces informations-là en tête si c'est un sujet qui nous intéresse. Ça peut être intéressant comme il n'y a pas de représentation cartographique, pour avoir une meilleure idée du territoire dans lequel on s'inscrit. Est-ce que c'est métropolitain, urbain dense, périurbain, rural, voilà. Et une répartition donc, de ces données-là par génération de construction. Ça, c'est les tranches de l'INSEE encore, avant 19, 1945, 45, 70, voilà, de proche en proche comme ça, jusqu'à la catégorie la plus récente, à savoir 2006, 2015 pour le recensement le plus récent, donc 2018. On propose aussi une évolution de ça, mais c'est les mêmes données, mêmes principes. Je recommande en général une lecture dans le sens de la lecture, donc gauche à droite et puis en diagonale comme ça. Là. On arrive ensuite au logement vacant vu par l'INSEE. Voilà. Donc on voit que sur cette année de référence, on a 5793 logements vacants, que le stock a beaucoup augmenté. Donc ça peut être dû à plusieurs raisons. Si vous voyez des stocks qui augmentent fortement, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de neufs, où les logements ne sont pas forcément habités l'année de leur livraison, ça peut arriver. Ça peut être parce que vous avez affaire à des communes nouvelles. Donc là, dans le cas de Caen, c'est pas ça. Mais voilà, parfois, vous pouvez avoir des écarts importants parce que les périmètres communaux ont changé. On propose en face de ça donc, la lecture en pourcentage, en taux.
on voit que effectivement le taux a suivi parce que le parc de logements a augmenté en même temps que les logements vacants ont augmenté, mais permet de comparer les différentes proportions. On retrouve la ventilation entre le logement individuel vacant et les logements collectifs vacants. Et là, ça nous renseigne, alors pas de manière très, très évidente, mais on retrouve à peu près la même proportion entre les typologies individuelles et collectives dans la vacance. On voit que ce n'est pas forcément le cas dans tous les territoires. Vous pouvez avoir dans certains territoires une surreprésentation d'une de ces typologies-là, et ça renseigne aussi sur l'appétence du marché, sur les biens qui sont recherchés. Si vous avez par exemple beaucoup plus de logements collectifs vacants que de logements, enfin si la part de logements collectifs vacants est bien supérieure à la part de logements collectifs dans le parc global de logements, ça donne des premières indications sur où intervenir et pourquoi est-ce que ces logements collectifs-là sont vacants. Voilà. On retrouve aussi la ventilation par génération de livraison du bâti. Donc, encore une fois, là aussi, souvent, ça reprend la même forme que l'âge global du parc, mais on voit que pour les logements individuels, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, voilà, c'est des pistes sur lesquelles enquêter. Et on retrouve quand même des phénomènes assez fréquents, notamment la bosse avant 1919. Donc là, elle n'est pas très significative parce que Caen, on le voit assez bien, est une ville de la reconstruction, où il y a un énorme pic 45-70 parce que c'est une ville qui a été détruite à 70% pendant la guerre, mais voilà, c'est important de pouvoir comparer. Ça peut être important dans certains cas, ou si on ne connaît pas forcément très bien le territoire, de pouvoir comparer ces niveaux de lecture-là. En face du taux de vacances de l'INSEE, on a la lecture offerte par l'OVAC, avec un petit décalage sur les données parce que l'OVAC a commencé à mettre à disposition ces chiffres que l'année dernière, sur le millésime 2019, et le millésime 2020 a été livré début mai, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Donc il y a un léger décalage, mais bon, a priori, c'est pas ça qui va complètement chambouler la lecture. Déjà parce que l'évolution entre 2019 et 2020 est vraiment minime, et qu'on est sur des pas de temps qui sont relativement proches, quoi. Voilà. Donc, vous me parliez tout à l'heure des différents périmètres. Donc, l'INSEE, c'est tous les logements, et l'OVAC, c'est uniquement les logements privés. Voilà. La différence de l'OVAC, donc en plus de ne pas s'attacher au même périmètre, c'est d'apporter une information qu'on n'avait pas jusqu'alors de manière publique, nationale, voilà, diffusée à large échelle, c'est la répartition temporelle de cette vacance. Et on voit que sur les quasiment 11% de vacances des logements privés à Caen, il y a presque 9% de ces logements-là qui sont vacants depuis moins de 2 ans. Et à l'inverse, un peu plus de 2% qui sont vacants depuis plus de 2 ans. Et ça apporte une information très importante parce que ça paraît très, très intuitif quand on le dit, mais plus un logement est vacant depuis longtemps, plus il va rester vacant. Voilà. Et donc, ce qui est à surveiller, finalement, ce n'est pas tant les 11% de vacances dans sa globalité, parce qu'il y a une bonne part de cette vacance-là qui sera résorbée. C'est la part qui est réservée au turnover, c'est la vacance frictionnelle. Et quand vous connaissez votre territoire, parfois, ce n'est pas très problématique. Dans le cas de Caen, c'est une ville qui est très dynamique, qui a plein d'étudiants, qui a un bassin d'emploi, qui est une ville très importante pour tout le bassin d'emploi de la Basse-Normandie. Donc, ce n'est pas forcément un souci. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des vraies tensions pour se loger ici. Et ça va être plutôt ces petits 2%-là sur lesquels il faudrait s'attacher. Voilà. Encore, c'est des constats qu'on fait à l'échelle de la commune et sans représentation cartographique fine. Donc, quand on rentre dans le détail, on voit qu'il y a des quartiers qui sont beaucoup plus exposés à la vacance que d'autres. Mais ça, c'est plus l'objet de PDV parce que je ne sais pas le faire et que c'est les communes, elles, qui ont à disposition cette ingénierie-là, ces données-là, notamment dans le cadre de zéro logement vacant. Donc, si vous souhaitez en savoir plus et que vous avez un mandat, que vous êtes une collectivité, n'hésitez pas à contacter M. Siezelski de Zéro Logement Vacant qui se fera un plaisir de vous faire signer la convention pour accéder à ces données-là, avec un outil qui est très bien fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet de PDV. On voit que là, pour le moment, c'est l'INSEE, surtout l'INSEE, un peu l'OVAC et un tout petit peu le RPLS. Thomas, oui. Juste une question, c'est-à-dire que donc là sur PDV-PLV, l'objectif, c'est, il n'y aura pas de cartographie. Ces cartographies sont potentiellement accessibles via Zéro Logement Vacant, c'est ça? Alors, la cartographie à la parcelle, je ne peux pas la faire parce Oui, que parce je que n'ai vous pas le n'avez droit. pas la... Après, on pourrait la faire de manière participative, un peu comme sur OpenStreetMap, mais ça pose énormément de questions de méthodo parce qu'il faut avoir accès au logement, il faut être sûr que le bien est vacant, il faut avoir accès au logement en deuxième, troisième rideau, dans les arrière-cours. Il y a
il y a une initiative par le passé qui s'appelle occupé.fr qui avait proposé justement une cartographie participative de la vacance en France. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Alors, Julien, qui est à l'initiative de ça, est plus actif. Néanmoins, le site est toujours en ligne voilà, justement pour dire que ça existait et qu'il y avait déjà une méthodo participative sur le sujet. Ça s'appelle comment? Je n'ai pas noté. Occupé.fr. D'accord. Ok. Je peux vous le mettre dans le chat. Et oui, voilà, sur la représentation cartographique, il y a une tentative qu'on avait assez infructueuse, qu'on avait essayé de réaliser à partir des outils à disposition sur la plateforme, là, sans grand intérêt, en fait, déjà parce que la représentation cartographique est un peu plus exigeante que simplement mettre des données sur des niveaux géographiques. Et là, on voit que c'est absolument pas parlant de s'exprimer en nombre de logements vacants, en essayant en pourcentage, mais ça amène d'autres questions. Donc, bon, pour le moment, on le met un peu de côté. On est en train de travailler à un petit module, je ne devrais pas le dire, mais il se pourrait peut-être éventuellement que l'équipe autour de PDV réfléchisse à intégrer une représentation cartographique déjà pour se repérer, notamment quand on veut naviguer entre les différentes communes de son intercommunalité, à moins de toutes les connaître par cœur, ce qui n'est pas toujours le cas. Ou alors quand on a affaire à une interco qui est très grande, pour le moment, la lecture est un peu fastidieuse. Vous devez à chaque fois rechercher la commune voisine et vous ne pouvez pas passer Hérouville, qui est limitrophe à Caen, vous pouvez comparer avec la CU, mais si vous voulez revenir à Caen, vous devez faire la recherche ou avoir 2 onglets en même temps. Donc, le module Carto devrait permettre de simplifier un peu les sauts de puce de commune en commune et éventuellement illustrer certaines données de manière géographique. Donc là-dessus, il y a beaucoup de questions qui se posent. J'ai été beaucoup interpellé sur cette visualisation-là. On m'a dit, des spécialistes de la carto m'ont envoyé des messages en me disant « supprimez ça au plus vite parce que tout est faux dans la manière de représenter la donnée ». Et effectivement, dans les toutes premières versions, il y avait la carto en page d'accueil, donc on l'a vite fait tomber. Mais par contre, si vous avez des suggestions ou si vous souhaitez, si vous avez des références ou des besoins particuliers en matière de représentation cartographique, moi je suis très ouvert parce qu'on est un peu à cheval entre deux visions. Est-ce qu'il faut simplement que ce soit pour se repérer dans l'espace ou est-ce qu'il faut qu'on puisse illustrer certaines données de PDV sur une carte, ce qui ne pose pas du tout les mêmes questions en matière et de représentation et de données qu'on va injecter derrière. Donc là-dessus, très ouvert à la discussion sur les différents besoins et sur voilà, les différents cas d'usage que ça pourrait venir servir. Ok, je propose, vu qu'on a fait juste, on va passer aux étiquettes d'après, mais il y a pas mal de questions, si on peut les faire en live comme ça, c'est plus interactif. On pose la question, on comptabilise le neuf dans la vacance à partir de quel moment? Dépôt de PC, lancement, j'ai perdu le message. Non, quand c'est livré, je peux répondre à ça, c'est une fois que c'est livré. Ok. Donc, c'est à la livraison. OK. Est-ce qu'un jour, ces informations seront disponibles à un niveau plus fin, comme le découpage intracommunal IRIS? Eh bien, ça, il faut demander aux producteurs de données. Je ne crois pas que ce soit prévu par l'OVAC. En fait, il a fallu scaler aussi sur un dénominateur commun, donc là, à savoir la commune, où toutes les données qu'on met dedans sont disponibles à la commune, donc on le fait. C'est probablement faisable, enfin oui, c'est faisable pour certaines données de les retrouver à l'IRIS. Après, on risque d'être bloqué si tout n'est pas compatible. C'est là qu'on n'est pas toujours sur les mêmes pas de temps en fonction des différents producteurs. Je pense rester de toute façon à l'échelle de la commune, sauf si tout ce qui est dans PDV est disponible sur les mêmes millésimes à l'IRIS, où là, oui, ça peut être intéressant à faire. Ok. Bon, les autres questions, on s'était occupé, mais vous nous en avez parlé. Pas d'autres questions pour le moment, donc on peut continuer. OK. Donc là, c'est des données qui ont très spécifiquement au bâti, donc à la vacance, mais dans la représentation, il y a la volonté d'illustrer certaines externalités, notamment les impacts environnementaux, voilà, pour aller très vite.
D'abord du neuf sur les territoires. Donc, vous avez pour ça 2 tuiles, une aménagement urbanisme qui reprend les permis de construire. Donc, vous avez les logements autorisés et les logements mis en chantier pour l'année de référence, donc 2018. C'est une distinction qu'on peut débattre, voilà. Avec la ventilation typologique, logement individuel, logement collectif, ça renseigne aussi sur le marché et puis la production. Évidemment, ça renseigne sur la production de logements, mais en tout cas de ce qui est recherché dans les logements neufs. Et donc, parfois, ça peut être intéressant de voir de comparer ce qui reste vacant et ce qui sort de terre, finalement. Si on a beaucoup de logements collectifs vacants et qu'on n'a que des logements individuels qui sortent, on s'interroge aussi sur les politiques qui sont mises en œuvre, et le flux d'artificialisation pour l'habitat. Ça, c'est les chiffres du CEREMA. Donc, en l'occurrence, là, on est à 0, sans doute parce qu'il n'y a pas eu d'artificialisation, ou alors parce que la méthode du CEREMA est encore en train de s'affiner sur la définition de ce qui était artificialisé ou de ce qui le sera. Donc, voilà. Mais c'est des chiffres qui changent. Si, par exemple, on va à l'échelle de l'EPCI, on voit là bien qu'on a artificialisé pour faire du logement à l'échelle de l'agglo de Caen. Donc là, c'est par exemple 36,8 hectares pour les 2892 logements, c'est ça? Si on veut ramener enfin, faire Pour les des ratios 2535, oui. pour les mises en chantier. OK. OK, si on veut un ratio au logement à l'hectare, c'est ça? Oui, alors encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que là, les chiffres tels qu'ils sont affichés, ils ne sont pas faits pour être pas être compatibles, quoi. Simplement, cette année-là, voici le chiffre du CEREMA, voici le chiffre de Citadel. Donc, il y a sans doute plus de finesse et plus de détails à apporter parce que dedans, par exemple, on ne prend pas en compte les logements qui sont créés sur du bâti existant. C'est vraiment tous les logements nouveaux pour cette année-là. Ah oui, donc OK, donc ça peut être des surélévations qui sont dans les 2535 mètres carrés, 2535 logements. Ouais. Pour le moment, OK. c'est un global un peu brut. Il me semble d'ailleurs je pense qu'on en parle quelque part en disant voilà, c'est encore au stade de l'expérimentation, mais ça permet quand même d'avoir une donnée qui OK. renseigne sur le contexte. Donc ça va s'affiner avec les prochaines mises à jour. Là aussi, si les indicateurs sont pas parlants ou si vous avez un avis là-dessus, je suis évidemment très preneur de remarques parce que les données de Citadel 2 sont... si vous avez eu le plaisir de mettre le nez dedans, mais c'est relativement fastidieux. Mais on peut avoir des croisements intéressants. Donc, je suis preneur de représentations ou d'indicateurs que vous souhaiteriez voir sur cette question-là. Ça peut être très intéressant. Okay. Voilà. En face de ça, on a une calculette vraiment très sommaire sur les équivalents CO2 liés au logement mis en chantier pour cette année. Donc, elle est pas, c'est pas une calculette RT, E plus C moins, pardon, c'est vraiment pas l'idée. C'est un principe très simple où en gros, on prend, il y a des attentions partout. C'est à partir de la baisse carbone de l'ADEME et du nombre de logements qui est mis en chantier, en fonction du mètre carré que ça représente par typologie, combien on émet de tonnes de CO2 pour la construction de ces logements-là. Donc, ça prend pas en compte l'exploitation, ça prend pas en compte le détail rénovation, travaux sur logements existants et construction neuve ex nihilo. Et ça n'intègre pas non plus les émissions de CO2 indirectes liées à l'artificialisation des sols. Donc, encore une fois, là aussi, s'il y a des experts de ces questions qui souhaitent filer un coup de main ou apporter leur lumière sur les indicateurs qui sont plus parlants, et la manière de représenter ça, parce qu'il y a déjà beaucoup de chiffres là qui sont illustrés dans le PDV, je suis tout à fait preneur. Okay. Voilà, donc ça c'est pour, on est à l'échelle de l'interco, mais c'est la même chose pour la commune. On retrouve tous les indicateurs sur chacune des échelles. Assez rapidement, moi, je déconseille la lecture à partir du département et de la région, parce qu'on perd en finesse, on perd en pertinence, comme on est de moins en moins homogène. Déjà, à l'échelle de l'interco, elles sont faites comme ça, mais entre la ville-centre et les communes qui sont les plus lointaines, on peut avoir des grosses différences. À l'échelle du département, on perd beaucoup en homogénéité. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, je vous suggère fortement de rester, de switcher entre la commune et l'intercommunalité.
Comme je vous disais, toutes les données sont disponibles en téléchargement gratuit, évidemment, ici, avec à chaque fois un rappel de ce qui est fait, d'où ça vient, des méthodologies de chacun des producteurs et un renvoi systématique vers la donnée d'origine si vous voulez refaire PDV, pourquoi pas, ou injecter d'autres données, voilà, c'est tout à fait possible, vous avez le droit. Vous trouverez donc ces visualisations, mais on va passer vite, plus d'éléments de contexte sur la démarche, pourquoi le projet a été soutenu par l'ADEME, qu'est-ce que vous trouverez dedans. Vous trouverez aussi, pardon, je passe un peu vite, des éléments liés à la communauté et vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver tout le code source voilà, qui est ici. Si vous voulez refaire PDV, c'est possible, tout est mis à disposition ici. Voilà, donc c'est possible. Je ne sais pas si vous avez des questions. Là, il y a une question. Pourrait-on imaginer de voir le nombre de mètres carrés de logement par personne dans chaque commune? Ça, je crois que c'est l'INSEE qui sort cette info aussi, non? Le nombre de logements de quel genre? Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Pardon. Voir le nombre de mètres carrés de logement par personne dans chaque commune. Sur le parc total de logements, c'est ça? Ou sur les logements neufs? Sur le parc total, pour moi. Je ne sais pas si... Parc total, ouais. Oui, si on a la donnée, oui, pourquoi pas. Après, c'était pas forcément c'est pas quelque chose auquel je me suis intéressé pour le moment, mais il y a effectivement un enjeu à connaître la taille des logements. Enfin, quels sont les appartements quels sont les logements qui sont occupés, quelles sont les caractéristiques des logements occupés, quelles sont les caractéristiques des logements qui sont vacants. Ça, effectivement, c'est des données qui sont intéressantes à afficher pour peu qu'on arrive à les trouver, quoi. En tout cas, compatibles avec ce millésime-là. Mais oui, effectivement, l'INSEE, pendant un moment, produisait beaucoup de finesse, notamment sur la composition des... Enfin, elle le fait toujours d'ailleurs, mais on peut retrouver la proportion de T1, T2, T3, T4, les surfaces des logements. C'est des chiffres qu'on doit pouvoir retrouver. La mettre en corrélation avec, je regardais sur un exemple, la mettre en correspondance de la constitution des ménages. Oui. Aussi. Et ça, c'était hyper intéressant de se rendre compte s'il y a une cohérence aussi entre la typologie la plus importante des ménages et le type de ménage. Moi, sur l'exemple que je regardais, c'était il y avait principalement des T5 et pour en fait des ménages qui se constituaient principalement qui étaient constitués principalement de couples avec un enfant au maximum. Donc en fait, là tout de suite, on se dit bon, ok, ça peut être une première réponse, quoi. Une piste à creuser. Oui, tout à fait, ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et effectivement, il manque justement ces compléments dans les éléments de contexte plus liés à la composition de la population, à des éléments de sociodémo qui permettraient d'affiner un peu plus le constat. Ouais. Oui, puis voilà, qui pourrait faire le lien avec les réhabilitations qui sont à faire, peut-être de faire du découpage, d'aller après sur des solutions. De la même manière, on s'était posé la question de savoir si c'était intéressant peut-être de croiser avec les données, peut-être pas, hein, les DPE, les audits énergétiques. Est-ce que ça aurait, selon vous, un intérêt de mettre en relation, je crois que c'est le CSTB qui a sorti une base de données est-ce qu'il y aurait un intérêt selon vous à faire un croisement pour se dire des logements vacants sur, je sais pas, 10% des logements vacants, d'arriver à se dire les 10% en fait c'est des passoires ou sur les 10% il y en a 5, donc ça oriente aussi des solutions. Oui, effectivement, c'est une très bonne suggestion. Je ne vous cache pas qu'on est en train de regarder ça. D'accord. Après, voilà, il faut des cartos de DPE, il y en a, ça existe déjà. Il faut trouver une manière de représenter ça de manière un peu plus pertinente parce que il faudrait pouvoir le tester, mais il y a de fortes chances que le constat soit oui, les logements les plus vieux et les plus vacants sont tous a priori très dégradés, enfin ont des notes, des DPE très dégradées, quoi. Oui. C'est bon, à voir si on arrive à faire des croisements qui apportent une info en plus, ça peut être tout à fait pertinent. Ouais. Vous avez raison, je le note.
Oui, aussi sur le calendrier. Donc, le projet est soutenu par l'ADEME depuis novembre 2021. Ce que vous voyez là, ça a été sorti en fin mars 2022. Donc, il y a eu quelques corrections entre-temps. Il y a eu la mise à jour de l'OVAC, des petits bugs par-ci par-là. Et il y a une prochaine version qui sortira, enfin la version aboutie, quoi. Là, pour le moment, c'est une version un peu intermédiaire. La version 1 sortira à la rentrée. Donc là, on est justement en train de finir de collecter, de traiter tous les retours pour pouvoir les intégrer au mieux tout au long de l'été. Donc, c'est hyper précieux pour moi là, de noter tous vos retours et vos remarques, parce que ça va être autant de corrections qu'on pourra ajouter dans ce qu'on est en train de faire en ce moment-là. De la même manière, tout ce qui est gaz à effet de serre, pardon, on échange aussi dans le cercle thématique sur les DPE versus les audits, la pertinence des DPE et la pertinence des émissions de gaz à effet de serre indiquées dans les audits énergétiques. Bon, ça, c'est une chose, mais en effet, dans les audits, on a aussi cette info des émissions de gaz à effet de serre des logements, avant, après, rénovation thermique. Ça peut être aussi peut-être une base à étudier en parallèle. Parce que là, ce que je comprends, c'est basé sur des ratios que fournit l'ADEME par mètre carré, c'est ça? C'est De ça. construction. C'est ça par type. C'est pas du tout idéal, hein, mais c'était le plus simple pour faire tourner ces premiers indicateurs et justement soumettre un peu de débat parce que Ouais. l'accent a vraiment été mis sur la partie technique de PDV. Comment on fait fonctionner ça de manière instantanée, comment est-ce qu'on remet les données à la disposition de tout le monde. Et l'effort a vraiment été consenti à trouver les bons producteurs, s'assurer que c'était fiable dans la plupart des cas. Ouais. Et ça, finalement, c'était plus pour plus des éléments de débat, quoi. Mais je sais très bien que c'est pas du tout pertinent, déjà parce que les ratios sont des ratios, que ça prend pas en compte les particularités locales qu'il peut y avoir, les différences entre neuf, réhab, autres types de réhabilitation. Si vous parlez des surélévations, il y a aussi des extensions qui sont comptabilisées là-dedans, donc qui sont comptabilisées dans les permis de construire et qui ne sont pas forcément traduites là-dedans. Donc, effectivement, sur la représentation des externalités en équivalent CO2 ou en gaz à effet de serre, il y a un vrai travail à faire sur la rénovation. Mais vous devez le savoir sans doute mieux que moi, c'est un sujet qui est extrêmement difficile à quantifier. Ouais. Tout le monde s'arrache un peu les cheveux, on a des écarts énormes entre les producteurs, entre les manières aussi de rénover. Ouais. Donc là-dessus, oui, il y a sans doute peut-être un petit groupe de travail, en tout cas des infos à faire remonter pour pouvoir les traduire très simplement en quelques indicateurs simples. Puisque là, je ferais remonter aux gens qui ne sont pas forcément connectés aujourd'hui, mais c'est vrai que ça fait partie des sujets, et donc ça peut être intéressant d'échanger sur la base, quoi, où est-ce qu'on va chercher l'info là-dessus. Oui, absolument. Et comment est-ce qu'on arrive à la restituer aussi de manière très simple. PDV n'a pas vocation à faire plus d'une page. Bon, là, quand vous l'imprimez, c'est un peu plus grand, mais vous pouvez tout faire tenir sur une page A4. Si vous imprimez et que vous dézoomez un petit peu, c'est lisible et ça déborde pas, quoi. Voilà. Et donc, plus il y a de données d'entrée, plus il y a d'indicateurs à afficher, et plus ça va perturber la lecture. Donc, il y a cet effort-là de priorisation à faire entre les différentes données. Tout ne va pas forcément rester d'ailleurs pour la prochaine mise à jour, hein. Et typiquement, ça, je sais que c'est problématique parce que ça apporte... La donnée n'est pas très convaincant. L'équivalent en citadine thermique, ça manque un peu de finesse sur les équivalences-là. Donc, ne serait-ce que de pouvoir se mettre d'accord sur GES pour le 9 et GES pour le 9 réhabilité, par exemple, je pense que ça apporterait énormément. Et de manière très simple, ça viendrait compléter la lecture tout en apportant une vision très schématique avec cet avertissement que oui, ce que vous lisez, c'est schématique, mais c'est déjà une première indication. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin, ça pourrait être que plus fin, mais vous êtes sur la bonne voie, quoi. Et là, pour le moment, ce n'est pas forcément le cas avec cette visualisation-là. Ok, je vais remonter le sujet aux spécialistes du groupe. Leur dire de regarder ça. Oui, très, très volontiers. S'il y a des rapports, des données qui existent déjà toutes faites là-dessus, on peut les intégrer très simplement. Là, derrière, c'est hyper simple, hein. C'est des multiplications, des divisions. Enfin, il n'y a vraiment pas de
c'est pas un algorithme très poussé, hein. Ça tient en 3 lignes, donc on peut tout changer très facilement. Voilà, donc n'hésitez pas. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bonjour. Jean. Oui, je le fais à l'oral, hein, pas dans le pavé. Moi, j'avais une question sur le pavé sur les logements vacants privés de l'OVAC 2020. Oui. Pour bien comprendre, donc, il y a un taux de vacances de 10,8 et il Oui. est décomposé entre inférieur à 2 ans et supérieur à 2 ans. Oui. Donc, le nombre de logements vacants privés, c'est bien 20% supérieur à 2 ans. Enfin, si je schématise un petit peu le calcul, hein. C'est ça? C'est bien. 20%. Non, C'est 2% non, de c'est pas ça. 10%. Non. Alors, attendez, vous pouvez redire votre calcul, s'il vous plaît? Ben non, mais le nombre de logements vacants supérieur à 2 ans sur les 5520, c'est bien 2% des 10%, enfin des 10,8. Donc, en Oui, fait, tout à fait. c'est 20%, c'est 20%, enfin, à un pourcentage près, Oui, hein, mais oui, c'est oui, c'est bien ça. 20% des 5520. Oui, absolument. Absolument. Donc, Vous il y a avez bien raison, là, 1000 la logements représentation vacants est un peu de facile. 2 ans. Oui. Ok. Non, mais c'est quand même, voilà, c'est pour mesurer le nombre de logements par ville ou par territoire. En tout cas, c'était pour comprendre, quoi. Ok. Mais vous avez raison, là, la représentation n'est pas forcément très évidente. Mais oui, c'est ça. Là, les 10,8%, c'est ça plus ça. Enfin, c'est les logements, le pourcentage inférieur à 2 ans et le pourcentage supérieur à 2 ans. D'accord. Donc là, l'arrondi ne colle pas tout à fait, mais vous avez compris l'idée, quoi. Ouais. Ok, Et donc, ça marche. ce chiffre-là, c'est bien les 10,8% de logements vacants par rapport au parc total de logements vacants privés de l'OVAC. Ok. Voilà. Et moi, j'avais une deuxième question que j'avais posée, alors j'ai dû m'absenter 2 minutes, c'est, je trouve ce qui est intéressant pour essayer d'agir, c'est d'avoir, je ne pense pas que vous l'ayez, mais je pose la question, d'avoir le nombre d'immeubles, au fait, complets vacants. Parce que quand on a un logement par-ci, par-là qui est vacant, il peut y avoir une explication. S'il y a un moyen d'action pour essayer de moins construire, mais en revanche plus valoriser ce qui existe déjà, là où il y a des leviers d'action forts, à mon sens, c'est quand il y a des immeubles complets, quoi. Donc, est-ce que vous savez s'il existe cette catégorie-là qui peut être retrouvée dans des données de l'État ou autre? Oui, vous avez tout à fait raison. Ouais. Il y a un vrai enjeu à traquer la monopropriété, et d'ailleurs pas que sur des immeubles de logement, ça peut être sur tout autre type de surface. Oui, exactement. Moi, avec les données que j'ai, je ne peux pas le faire, ça. Après, il y a quand même des indices. Si vous n'êtes pas une collectivité ou si vous n'avez pas de mandat de la collectivité pour enquêter avec les données de l'OVAC ou des impôts, déjà, bon courage, mais surtout, il y a, pardon, excusez-moi, le nom m'échappe, vous avez Magic, qui est, l'acronyme m'échappe, mais c'est une base des impôts qui a été mise à disposition il y a peu de temps et qui répertorie à l'échelle de toute la France la domanialité des institutionnels. Et donc, dedans, vous avez tout ce qui appartient à des personnes morales, des collectivités, des bailleurs sociaux, des grandes entités. Donc, si vous enquêtez sur un territoire en particulier et que vous avez un doute, vous pouvez déjà vous renseigner avec beaucoup de précision sur à qui appartient ce bien-là. Et si c'est une monopropriété ou pas. Donc, c'est une première piste. Voilà. C'est une piste lancée comme ça rapidement, mais ça répond déjà à beaucoup de questions. Je peux vous proposer dans le chat une représentation qui a fait... Ah oui, c'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire. Là, tout ce que vous voyez, c'est moi enfin, c'est moi. J'ai dessiné rapidement l'interface. C'est moi qui traite toutes les données, mais ensuite, tout va chez mon partenaire qui s'appelle Kumul, qui est une boîte bretonne dont le métier est d'APIfier des datasets. Donc, ça vous parle sans doute pas beaucoup, mais en gros, moi, j'ai une interface dans laquelle je mets toutes les données. Et à partir de là, ça crée des flux de données qui peuvent être utilisés dans des visualisations. Donc, par exemple, une visualisation cartographique, ça, c'est des choses qu'ils font de manière historique, c'est leur travail. Ou alors des développements à façon, comme ce que vous voyez quand on tape le nom là-dedans. Voilà. Et donc, ça, c'est eux qui l'ont fait. Et le code source que je vous partageais tout à l'heure, c'est le code source de toute l'application de PDV. De ce moteur de recherche. C'est une boîte donc, qui est bretonne, qui fait tout avec
la plupart de ces solutions sont faites avec de l'open source, de l'open data, et tout est hébergé en France. Donc, il n'y a rien qui va chez Amazon, Google, ou quoi. Toutes les données ici, elles restent là, quoi. Voilà. Petite précision. Et donc, parmi leurs missions, il y a faire PDV, mais ça représente évidemment une toute petite part de leurs activités. Et il y a aussi contribuer assez fortement à la communauté de l'open data et de l'open source en France. Et ils proposent beaucoup de visualisations gratuitement accessibles, comme celle-ci, donc la fameuse représentation de la base magique, où vous pouvez aller consulter à l'échelle de toute la France, à partir des données des impôts magiques, qui appartient à quoi, pour peu que ce soit une monopropriété ou une personne morale ou une grande entité. Tout est ventilé ici, et donc vous avez toutes les catégories, personne morale, collectivité, parce que c'est une copro. Voilà. D'accord. Donc si vous avez un doute, vous cliquez sur le bâtiment et vous avez une petite fiche qui apparaît pas là parce que mon écran est trop petit, mais je vous invite fortement à... Voilà, ça là. Vous avez une petite fiche qui s'affiche, vous avez énormément d'infos sur la copro, numéro de parcelle, qu'est-ce que c'est. Parfois, vous avez aussi ça, les statuts juridiques derrière tout ça. Ça peut être une première base. Et ensuite, vous avez une carto qui est passionnante et qui est toute récente, qui est GoRénov, à partir de la base nationale des bâtiments, où vous tapez une adresse et vous avez des infos sur l'état de la copro, enfin l'état du bâti, pardon, pas forcément de la copro, et beaucoup d'autres infos qui peuvent être associées à ça. Mais là, je pense que mon affichage bug un peu comme je suis en partage d'écran, mais je vous invite à aller voir ça aussi, ça peut être assez précieux. Et j'ai dit magique. C'est autant de données qui sont intéressantes à croiser pour plus de finesse, et qu'on n'a pas forcément jugé utile d'intégrer à PDV, parce que des représentations existent déjà. Mais il y a sans doute certains items de ça qui pourraient être injectés dans un PDV, parce que les données existent. Voilà. Mais bon, comme les solutions sont là et qu'elles sont... On fait avec le déjà là, pour plus de sobriété, c'est déjà là, faut les partager et faire évoluer aussi ces solutions-là. Puis il y a aussi une chose, c'est que les données ne sont pas toujours fiables à 100%. Voilà. Comme toujours, de toute façon, avec ces données-là. Ben, mais ouais. c'est intéressant, en tout cas, j'ai bien noté cet enjeu-là, qu'il pourrait y avoir un intérêt à identifier la part de... essayer d'illustrer le statut de propriété de certains biens ou de certaines catégories de propriétaires. Ouais, je trouverais ça intéressant. En tout cas, ça donne un levier d'action et une info un peu plus précise pour essayer d'agir localement, quoi. Ben, j'ai juste une remarque, c'est que ça marchera si c'est une résidence principale et que la personne, enfin c'est une monopropriété et que la personne n'y habite plus. Mais si c'est par exemple je sais pas, une SCI qui a des logements, enfin, ce sera difficile de savoir si ce sera bien une monopropriété, mais on ne saura pas si vraiment les logements sont vacants dedans. Oui, Ouais, il tout à fait. faudrait Bah, vraiment après, réussir à exactement savoir si dans cet immeuble, tous les logements sont vacants. Ouais, bah, tout à fait. Ça, c'est de toute façon l'enjeu de ces données-là. Et pour le moment, il n'y a que l'OVAC qui peut fournir ces infos-là, quoi. Enfin, c'est pas les seuls, mais en tout cas, il y a les données des impôts, les fichiers fonciers, il y a beaucoup de producteurs, enfin, il y a quelques producteurs sur ce domaine-là, mais nous, on n'a pas accès à ces données-là. En tout cas, on ne peut pas les rendre publiques, quoi. Et de toute façon, dans toutes ces démarches de track de la vacance avec, par la donnée, il faut, dans tous les cas, aller confronter ça au terrain. Même si dans ce que fait remonter les impôts ou les fichiers fonciers, on voit que le logement est vide, c'est possible qu'en toquant à la porte, quelqu'un vous ouvre en disant « j'habite là depuis 20 ans ». Oui. Ou l'inverse, des logements qui n'auraient pas été déclarés ou qui ne sont pas forcément visibles depuis la rue, sont peut-être vacants depuis très longtemps. Il y a toujours une part d'aléatoire, quoi. En tout cas, il faut toujours aller confronter ça au terrain. Ces données des impôts, ils les prennent de quoi?
les gens déclarent que les logements sont vacants ou ils arrivent à en déduire que c'est vacant parce qu'il n'y a pas de locataire déclaré depuis un moment? C'est tout l'enjeu autour de ces données-là et l'OVAC répond à ça en venant croiser plusieurs sources. Mais ça, je vous invite à aller voir Okay. ils ont un site qui est plutôt bien fait et à contacter Monsieur Sieselski pour justement rendre un peu plus fiable et la localisation des logements et le statut d'occupation de ces logements-là. Voilà. Et donc, il déploie de manière expérimentale au sein de de beaucoup de collectivités maintenant, l'outil Zéro logement vacant pour localiser les logements vacants, éventuellement s'assurer qu'ils sont bien vacants, et ensuite essayer de retrouver le propriétaire pour les contacter, pour en savoir un peu plus. Et ça, c'est Zéro logement vacant qui fait aussi cet accompagnement aux communes? Oui. D'accord, ok. Parce qu'en fait, là, on a une base de données hyper intéressante, mais après, en effet, il faut, comme vous dites, il faut aller, le gros après du travail, c'est surtout si c'est de l'éparpiller, c'est d'aller contacter chaque propriétaire, quoi. D'où l'importance, en effet, d'avoir les propriétaires sur peut-être des volumes un peu plus importants, quoi. Oui, complètement, mais encore une fois, ça, il faut avoir accès aux données. Ouais. En l'occurrence, c'est pas le cas. Encore une fois, il y a des cas précis, hein, mais il faut être une collectivité, une agence d'urbanisme public ou avoir un mandat. Et même si vous avez accès à ces chiffres-là, vous ne pouvez pas les diffuser publiquement. Et plutôt que de rien faire, l'idée derrière PDV, c'était de se dire, bon, tant pis, il y a déjà autant rediriger vers les producteurs de ces données-là pour des interventions fines et qualifiées avec une collectivité et son agence d'urbanisme ou voilà. Ses services techniques, quoi. Et pour des personnes, pour des collectivités qui n'auraient pas forcément accès à l'info, et là, on la trouve. Et si on veut aller plus loin, on peut. On se rend compte que ce n'est pas toujours le besoin d'aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, quand vous avez des taux de vacances qui sont pas forcément très élevés ou une part de logements vacants supérieure à 2 ans qui finalement est très minoritaire dans la part des logements vacants total, c'est peut-être pas forcément le mécanisme principal de limitation de l'artificialisation. Enfin, voilà, ça peut aussi permettre de remettre un peu les choses en ce contexte. En fait, c'est une première info qui permet aussi d'aller voir en effet les communautés, les services à l'urbain, voir ce qui peut déjà être fait, s'ils ont en fait connaissance bien de ce sujet-là et comment ils le traitent, s'ils le traitent, quoi. Ça peut être utilisé par effectivement même des citoyens, des riverains, des associations qui veulent qu'on repérer un peu de vacances ou qui veulent s'intéresser. Ils vont voir les résultats là-dessus et en fonction, aller interpeller leurs élus. Ça peut être des agences, des bureaux d'études privés, des promoteurs, je sais pas, des aménageurs qui veulent se familiariser avec un territoire et justement arriver lors de rendez-vous pour présenter différentes solutions, de préférence en matière de sobriété, en disant, vous voyez, il y a quand même sans doute intérêt à agir parce que on artificialise beaucoup, on construit un peu de logement individuel, d'avoir ces infos-là à manipuler aussi en direct, c'est un vrai plus. Et question, est-ce que il y a un outil qui existe un peu équivalent pour les locaux plus tertiaires activités? C'est une excellente question. À ma connaissance, oui et non. En fait, vous avez en libre public accessible comme ça, là? Oui. Non, j'en connais pas. On parlait de carte aux friches pour les friches, mais voilà, après tout ce qui est immeuble de bureaux vacants, voilà, est-ce que il y a quelque chose qui existe? À ma connaissance, non. Mais on est combien là? Attendez, est-ce que je peux vous dire un secret? Oui, on n'est que 24, allez-y. On n'est que 24, ok. Il n'est pas exclu que les personnes derrière Pas de vacances pour la vacance soient en train de réfléchir à un équivalent pour le commerce, voilà, les activités. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter parce que il se passe des choses. Voilà. D'accord, ok. Après, c'est des infos qui existent sur la vacance des commerces et qui sont produites par une boîte qui s'appelle Codata, qui est un producteur de données privées et qui fait un travail d'arpentage qui me fascine parce que tout est fait à la main. Et donc, ils vont dans la plupart des villes où il y a un peu d'activité commerciale et dans les centres commerciaux et ils répertorient tout ça à la main. Ah oui, voilà. Ok. Mais c'est de la donnée qui est privée, Ouais. qui coûte cher
Donc, il y a aussi un enjeu là-dessus d'ouverture de cette connaissance au grand public, puis même globalement aux différents utilisateurs de ces solutions-là, parce que c'est un véritable enjeu. En tout cas, la production de surface d'activités économiques neuves est problématique depuis pas mal de temps, ça on le sait, mais va l'être vraiment quand la loi climat-résilience sera appliquée. Où il faudra aller, avant toute nouvelle création de surface d'activité économique, il faudra réussir à prouver qu'on n'a pas pu reconstituer l'équivalent dans l'existant. Oui, et puis ça peut faire aussi une passerelle sur notre thématique où nous, sur laquelle on essaie de réfléchir, c'est la réversibilité. Et peut-être que s'il y a plus, il y a des zones comme ça, on parle beaucoup de réversibilité bureau-logement, mais je sais qu'il y a des cabinets d'archi qui travaillent aussi sur comment est-ce qu'on donne une deuxième vie à ces zones un peu plus tertiaires commerciales aussi, qui peuvent être en zone périurbaine et qui sont qui sont plus utiles dans leur premier rôle, quoi. Oui, tout à fait. C'est un vrai enjeu. Ça peut être une base de données qui sert quand même aussi pas mal, je pense, aux architectes comme ça, mais bon, voilà, à beaucoup de monde, quoi. Là, comme ça, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Pas parce que d'accord. c'est secret ou quoi, mais parce que je pense qu'il faudrait faire un point. Déjà, il y a mon fils qui hurle, là, je ne sais pas si vous l'entendez. Oui, et puis il est 13h, donc oui, je crois que c'est l'heure du déjeuner. Je pense que comme c'est pas du tout abouti, en tout cas pas autant que PDV, ça m'embête de montrer des éléments que j'aurais pu produire, si tant est qu'il y ait une chose sur le commerce, hein. Voilà, encore une fois. Mais faisons un point spécifique là-dessus s'il y a des motivés, parce que j'ai peut-être des choses à montrer, en tout cas des premières pistes à explorer. Okay. Super, merci beaucoup. Juste pour finir, recommandez-vous des lectures en ligne, Thomas, pour s'informer sur le sujet? Oui, bien sûr, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de rapports et de littérature sur la vacance, surtout ces dernières années là. J'ai plus les noms précis en tête, mais dans le podcast que j'avais fait avec Dixit.net, je recommande 3 rapports. Il y a celui de la MEL, la métropole européenne de Lille, qui est hyper intéressante. Il y a l'Eurométropole de Strasbourg avec l'ANA, qui a fait un travail remarquable en 2018, si ma mémoire est bonne. Vous avez une note rapide de l'ADEPA, qui est l'agence d'urbanisme de Brest, qui a publié un travail hyper intéressant parce qu'ils intègrent une dimension de prospective à la vacance, et ça, c'est vraiment fascinant. Donc, c'est très court, mais à appliquer à d'autres territoires, ça ouvre vraiment les chakras et ça interroge beaucoup sur les prochaines années à venir, enfin les prochaines années, quoi. Que vont devenir certains logements et qu'attendre finalement de la vacance à venir dans certains territoires, notamment périurbains. Voilà. Après, vous avez vraiment beaucoup de choses. Vous avez un rapport du Sénat en 2015 ou 2016, ou non, peut-être pas du Sénat, du CGDD, sur la vacance en général, qui est très intéressant, qui est hyper long par contre, mais qui vient vraiment relativiser le constat et qui part justement des 3 millions, à l'époque il y en avait un peu moins, mais du chiffre des 3 millions de logements vacants à l'échelle de la France, pour dire que finalement c'était quand même beaucoup moins qui était potentiellement mobilisable. De 3 millions, il passe à de mémoire moins de 200 000, voilà. Et encore. Donc c'est intéressant aussi de comprendre les mécanismes derrière ça, parce que voilà, à lire. Voilà. Vous avez le site de PDV, évidemment, qui est une mine d'or. Écoutez, merci beaucoup, Thomas. De toute façon, l'idée aussi, c'est que nous, on l'utilise et puis on le diffuse et qu'on reste en contact pour échanger suite à ce premier échange, puis toutes les pistes qu'on a évoquées. Donc, j'engage tout le monde à utiliser l'outil et puis à faire ses retours et puis on reste en contact. Merci beaucoup pour cette présentation. Ouais. Merci à vous, merci pour toutes vos questions. N'hésitez pas à me contacter pour tout et n'importe quoi. Vous avez repéré un bug, vous trouvez que telle ou telle visualisation est moche, il faut me le dire. Ou au contraire, s'il y a des choses vraiment problématiques, la lecture sur la manière de manipuler les indicateurs, ou si vous souhaitez voir de nouvelles données illustrées, vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours sur tout ce qui peut être commentable, quoi. Je prends tout. Le logo a changé, oui, merci. Ouais. Ça, c'est fait. Ouais, c'est le mot de la fin. Le logo est super moche, ouais. Voilà.
Eh ben, faites mieux, comme dirait l'autre. En tout cas, voilà, je suis ouvert à... On va je suis faire ouvert des à tout. propositions. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.